Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais essayer de répondre à la question pourquoi tu attires toujours les mauvaises relations. Donc, je vais le faire sous quatre angles. Je vais essayer de le faire sous quatre angles. L'angle de la psychologie des styles d'attachement, l'angle un peu chimique hormonal, l'angle transgénérationnel et l'angle astrologique. Alors, j'ai déjà évoqué dans plusieurs épisodes précédents l'impact de ton enfance qui crée un style d'attachement. Ok. Et ton style d'attachement, donc, c'est créé, c'est formé dans l'enfance et ça influence tes choix amoureux. Par exemple, l'attachement insécure, anxieux, ça donne quelqu'un qui cherche des partenaires distants, indisponibles, car l'amour est associé à la peur de l'abandon. Tu es peut-être attiré par ceux qui valident ton insécurité, alors qu'avec un attachement évitant, tu vas repousser l'intimité, tu es attiré par des partenaires inaccessibles, émotionnellement instables pour éviter la vraie connexion. Dans un attachement désorganisé, tu oscilles entre désir d'amour, peur de l'intimité, et ça attire des relations chaotiques. Je ne parle pas de l'attachement sécure parce que là, le sujet, c'est pourquoi tu attires toujours les mauvaises personnes. Normalement, avec un style d'attachement sécure, eh bien, tu n'attires pas des mauvaises personnes, ou en tout cas, quand tu les attires, il n'y a pas un schéma répétitif. Tu arrives à stopper et à trouver quelqu'un de mieux qui te correspond davantage. Alors la question là, c'est ton style d'attachement. Est-ce qu'il te pousse vers des partenaires qui confirment tes blessures? Parce que c'est souvent le cas, finalement. On est attiré par des personnes qui viennent valider nos blessures, viennent valider nos peurs. Et après, ces styles d'attachement, ils ont pu créer des réponses physiques et te pousser à rechercher des personnes indisponibles. Donc, euh, en fait, nos choix amoureux sont influencés par un cocktail biochimique qui peut nous piéger dans des schémas répétitifs. Par exemple, si on prend le cas de la dopamine et de l'adrénaline, si tu es attiré par des partenaires instables, distants, toxiques, c'est peut-être parce que l'incertitude qu'ils génèrent, ça déclenche une forte production de dopamine. C'est un neurotransmetteur, donc du plaisir et de la récompense. Et l'adrénaline renforce l'addiction au haut et au bas émotionnel, ce truc, ce pic émotionnel. Ensuite, si on regarde du côté de l'ocytocine et de la vasopressine, eh ben, ces hormones de l'attachement, elles sont libérées lors des contacts physiques et intimes. Si tu as été conditionné à associer l'amour à la souffrance, ton cerveau peut sécréter ces hormones même dans des relations toxiques. Et ça renforce ainsi un lien malsain. Si on regarde du côté du cortisol et du stress, et bien ton système nerveux, s'il est habitué à l'instabilité, donc encore une fois avec une enfance qui a pu être chaotique par exemple et qui a créé un style d'attachement désorganisé, eh bien une relation amoureuse, elle peut sembler ennuyeuse. Du coup, tu vas être attiré par des personnes qui vont rendre le truc plus énergique, chaotique en fait, mais parce que tu crois que ça, c'est pas de l'ennui. Et le stress chronique, il peut aussi influencer tes choix amoureux et te pousser vers des relations qui activent ton mode survie. Donc, là, petite pause à te demander, est-ce que ton corps, il n'est pas en train de confondre l'amour avec l'excitation du danger et du stress? Comment est-ce que tu peux apporter ces hormones, par exemple la dopamine, avec de la dopamine plus saine? Par exemple, on dit que, je ne sais pas, le sucre a un côté addictif et le but, c'est d'aller chercher ce que nous apporte le sucre dans des choses plus saines. Par exemple, des balades en nature, de la peinture, du chant, de la musique, etc. Donc, prends un instant pour réfléchir là-dessus. Est-ce que ton corps, il n'est pas en train de confondre l'amour avec l'excitation du danger et du stress? C'est important de se demander ça. Ensuite, ce que tu as vécu enfant, tes parents ou l'un d'eux l'a sûrement vécu, ainsi que ses propres parents, et ainsi de suite. Donc là, on va s'intéresser au transgénérationnel.
Donc, comme j'ai dit, les schémas amoureux se transmettent inconsciemment de génération en génération, soit parce qu'il y a eu un style d'attachement qui s'est transmis de génération en génération, soit parce qu'il y a eu un événement traumatique qui a créé une croyance limitante, soit en fait un mélange des deux. Par exemple, un événement traumatique qui a créé un comportement parental, qui a créé un style d'attachement qui se transmet. Alors, petite parenthèse pour te rappeler que ce qu'est un événement traumatique. C'est pas forcément un événement collectif très grave, comme les guerres ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment une situation qui a engendré une ou des émotions intenses qui n'ont pas pu être gérées, traitées, digérées par quelqu'un. Ok? Donc, les situations que je vais te lister aussi, elles n'engendrent pas toutes un fardeau familial. On est d'accord? C'est-à-dire que lorsque on peut vivre des choses intenses qui nous créent une émotion intense, mais qui n'ont pas un impact sur les générations d'après parce qu'on a su se restructurer, se ressourcer, se cajoler, se materner, guérir, soigner, accepter et aller au-delà. D'accord? Donc, il y a les fameuses loyautés invisibles. Par exemple, si un ancêtre a vécu une relation douloureuse ou s'est sacrifié pour l'amour, tu peux inconsciemment répéter ce schéma pour rester loyal à ta lignée. Il y a les blessures non résolues. Si l'amour a été synonyme d'abandon, de rejet, de trahison dans ta famille, tu peux recréer ces expériences pour un peu réparer une mémoire inconsciente. Donc, par exemple, l'abandon d'un père ou d'une mère, une mère qui a abandonné son enfant, et ben, ça crée cette vision qu'on n'est pas digne d'amour. Cette croyance, elle peut se perpétuer de génération en génération. Et on va donc chercher absolument l'amour dans le couple, dans l'autre, de façon un peu anxieuse, s'accrocher à quelqu'un à tout prix, mais on va être tellement dépendant, on va tellement vouloir montrer que mais regarde, je suis digne d'amour, s'il te plaît, reste là, que ça éloigne l'autre et ça crée chez lui une envie de rejet et on finit par être quitté réellement et ainsi valider la croyance qu'on n'est pas digne d'amour. Ou à l'inverse, avec cette même situation, on peut choisir justement des personnes qui vont montrer qu'on ne mérite pas l'amour. Choisir des personnes qui vont inlassablement nous abandonner, nous maltraiter. On répète en fait ce schéma par fidélité familiale, par loyauté familiale, pour ne pas surpasser nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Mais ça vient aussi te questionner et du coup mettre en lumière les failles de ton clan. C'est pour ça que je parle souvent de réparation. Parce que quand il y a répétition, eh ben, il est plus facile de se rendre compte, de se rendre compte du problème, de chercher sa source et du coup de guérir. Okay. Ensuite, il y a des rôles hérités. Par exemple, parfois, on prend des rôles familiaux. Le rôle de sauveur, le rôle de victime, le rôle de bourreau, etc. Et ces rôles, ils nous poussent vers des partenaires qui confirment un peu ces dynamiques. Ok, donc si on fait une toute petite pause, quel est le modèle relationnel qui domine dans ta lignée? Si tu regardes, tu prends un peu de recul, tu observes tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, mais aussi tes oncles, tantes, tes cousins, cousines, pourquoi pas. Quelles croyances sur l'amour elles ont été transmises, t'ont été transmises. Tu peux faire un peu le point comme ça. Maintenant, si on regarde d'un point de vue astrologique. Alors, l'astrologie, forcément, relève tes schémas relationnels, karmiques, mais aussi les dynamiques que tu attires. Donc, pas de pression. Je la rappelle, en astrologie, pour moi, il n'y a rien de figé. Donc, par exemple, si on s'intéresse aux planètes Vénus et Mars, eh ben, ces planètes, elles indiquent tes désirs amoureux, ta dynamique de couple. Et dans ta carte du ciel, s'il y a des aspects tendus, c'est-à-dire des carrés, des oppositions, eh ben, ça peut signifier des défis récurrents en amour. Okay. Quand on regarde ta maison 7 aussi, qui est quand même la maison des partenariats de façon générale, mais aussi des partenariats amoureux, partenaire de vie finalement, c'est là où il se trouve en maison 7, eh bien le signe de la maison 7 et les planètes qui s'y trouvent montrent le type de personne que tu attires.
si la maison 7 est marquée par exemple par Pluton ou Saturne, tu peux avoir des relations intenses avec Pluton ou des relations restrictives avec Saturne, mais aussi un karma lié aux relations parce que Saturne c'est aussi une planète du karma. En maison 5, qui représente c'est la maison des passions, des romances, si elle est influencée par exemple par Neptune, tu peux être attiré par des relations qui sont idéalisées, illusoires, où tu tombes des nues en fait, tu te mets à fond dans une relation et puis ah ouais non en fait c'était pas du tout ça et tu recommences. Les aspects à la lune aussi sont intéressants à regarder parce qu'ils révèlent ton besoin émotionnel profond en amour. Par exemple, une lune blessée, donc en aspect avec Saturne et Pluton, ou Pluton, elle peut indiquer une tendance à répéter des schémas familiaux inconscients. Donc, tu peux regarder où est ta lune, est-ce qu'elle est en aspect donc carré, tu vois, c'est ces lignes rouges ou bleues qui sont dans ton thème astral. Et évidemment, le nœud sud, qui est quand même le point de ton karma, de tes vies passées, le signe et la maison de ton nœud sud, ça peut indiquer des schémas relationnels que tu dois dépasser dans cette vie. Il y a vraiment un lien, quelle que soit la maison où se trouve ton nœud sud, quel que soit le signe dans lequel se trouve ton nœud sud, eh ben, il y a quand même une réflexion à avoir sur tes relations. Pour moi, d'ailleurs, en consultation, en séance astrologique, je parle toujours du nœud sud et du nœud nord et j'apporte toujours un peu des pistes autour des relations parce que ça donne justement des pistes sur notre façon d'interagir, qu'est-ce qu'on a reçu de notre karma ou même de notre enfance avec ce nœud sud. Alors si on fait une petite pause, est-ce que ton thème natal montre des schémas amoureux répétitifs? Comment est-ce que justement tu peux les transcender? Parce que je le rappelle, l'astrologie, ce n'est pas figé, c'est-à-dire que tu es né peut-être avec des défis, des challenges, des choses à transcender, à alchimiser, j'ai envie de dire. Et donc le but, c'est juste de prendre conscience de ça et de pouvoir aller au-delà, de trouver des astuces pour, par exemple, si je reprends la maison 5 influencée par Neptune, oui, c'est l'idéalisation et la désillusion justement des relations, mais ça peut être aussi un aspect positif. Tu sais que c'est comme ça, donc au lieu d'aller trop vite dans une relation, tu peux peut-être prendre le temps et aussi prendre le temps de choisir un partenaire qui va répondre à des valeurs fortes chez toi, parce que Neptune, c'est ça aussi, c'est l'idéalisation, c'est l'utopie, parce qu'on veut mettre en avant des valeurs qui sont fortes. Donc, choisir un partenaire qui va avoir les mêmes valeurs que toi, prendre le temps, un partenaire qui va avoir la même vision que toi, la même vision idéale que toi, etc., etc. En fait, pour chaque point que j'ai cité en astrologie, tu peux quand même transcender ça et prendre le côté positif. Donc, globalement, comment sortir de ces schémas que j'ai expliqués, style d'attachement, transgénérationnel, astrologie, même le chimique et l'hormonal. Eh ben, le but, ça va être de reprogrammer ton cerveau. Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, par exemple, remplacer l'adrénaline toxique par une dopamine saine. Donc, certes, amour stable, gratitude, plaisir simple, balade en nature, sport, musique, etc. Tout ça, ça apporte de la dopamine saine, même aussi de la bonne nourriture, prendre le temps de cuisiner, ralentir dans une journée, faire des étirements, tout ceci, ça apporte de la dopamine saine et mettre son téléphone de côté, vraiment structurer ses temps sur les réseaux sociaux, euh, par, partager des moments avec tes amis, etc., etc. Tout ça, ça crée de la dopamine saine. Ensuite, ben forcément, guérir ton transgénérationnel. Si tu as identifié des loyautés, des blessures, ben, il va falloir couper ces loyautés familiales toxiques, seulement celles qui sont toxiques, parce que s'il y a des choses saines, positives dans ton clan familial, ben c'est ok, en fait, il faut les garder. On est d'accord. Troisième étape, ça va être de travailler sur ton attachement, d'être tout à fait honnête et prendre du recul, apprendre à reconnaître
tes mécanismes liés à ton enfance, tes mécanismes de défense que tu as pu avoir durant ton enfance et guérir ton style d'attachement. Il y a différentes façons de faire. Je te laisse chercher. Si jamais tu ne sais pas, mon programme Aimer et riche en parle en long, en large et en travers et te donne plein de pistes justement pour guérir ces schémas, ces comportements, ces mécanismes de défense que tu as pu créer liés à ton style d'attachement. Et enfin, alchimiser ton thème astral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Utilise ton astrologie pour comprendre tes défis, les transformer en force. Chaque chose que tu peux voir dans ton thème astral, quand tu vois qu'il y a quelque chose de négatif, entre guillemets, de challengeant, de tendu avec les carrés, les oppositions, rappelle-toi que, eh bien, ok, ça c'est mon défi, comment je peux l'apaiser au fur et à mesure. Alors, on ne va pas faire quelque chose de trop énorme parce que ça ne va pas durer dans le temps, mais j'ai tendance à tomber encore dans des relations d'illusion, je reprends le même exemple, eh bien, je vais essayer d'aller un petit peu moins vite et de poser peut-être un peu plus de questions pour voir si la personne correspond réellement à ce que je m'imagine dans la tête ou en fait c'est vraiment juste de l'imaginaire, j'ai idéalisé la personne, d'accord? C'est des petites choses, on peut continuer à être dans l'idéalisation de l'amour, etc. Ouah, c'est beau l'amour, etc. Mais juste t'apporter de toutes petites choses, se dire, bah voilà, quand je rencontre quelqu'un, je sais que j'ai ça dans mon thème, j'ai cette tendance à idéaliser mes relations, et ben je vais peut-être attendre 3 rendez-vous avant de m'attacher, avant d'aller plus loin, avant de coucher avec la personne, avant de l'embrasser, avant de, je sais pas, avant de parler de cette personne à mon entourage. Et pendant ces 3 rendez-vous, je vais vraiment poser des questions qui vont me permettre de voir si ce que j'imagine dans ma tête est vraiment vrai en fait. Si je me dis que waouh, il est hyper attentionné et hyper généreux, ou alors c'est vraiment quelqu'un de et je ne sais pas ce que tu pourrais idéaliser, mais il est tellement, il est tellement. Eh ben, teste pour voir s'il est vraiment tellement ou c'est non, c'est juste dans ta tête qu'il est tellement, d'accord? De prendre du recul. Si il t'a offert un café, ça fait pas de lui quelqu'un d'extrêmement généreux, ok? Voilà, le but, c'est de prendre du recul et pour conclure cet épisode, j'ai vraiment... je trouve que c'est très important que tu saches ça. Tu attires ce que tu penses mériter. Je le répète. Tu attires ce que tu penses mériter. L'amour sain commence par ton propre alignement intérieur. Je ne dis pas qu'on est obligé de tout guérir pour réussir à attirer quelqu'un de sain, mais il n'empêche que si tu n'arrêtes pas de te dire que tu ne mérites pas l'amour ou que tu es dans cette transmission, dans cette répétition de transgénérationnelle de on ne mérite pas d'amour, eh ben tu vas pas forcément avoir les yeux ouverts sur des opportunités saines en amour. Donc, ok, donc tu attires ce que tu penses mériter. L'amour sain commence vraiment par ton propre alignement et je te souhaite de trouver quelqu'un qui te corresponde vraiment et que tu arrêtes un peu ces répétitions. Si tu souhaites être accompagné, n'hésite pas à regarder dans la description quelque part, voir ce qui peut t'intéresser pour travailler avec moi. Je te dis à très bientôt et pense bien à partager cet épisode autour de toi, à le partager à un ami, à le partager sur les réseaux sociaux. Le partager partout où tu peux. C'est comme ça que l'épisode, le podcast va grandir. Je te dis à bientôt pour de nouvelles infos.